D'accord. Bonsoir, Monsieur Mawel qui représente l'UPADS, UPADS Europe et UPADS Amérique. Bonsoir, Monsieur Samajakoumi qui est le résistant sur la place de Paris. Et Monsieur Touta qui est membre du parti politique. J'oublie souvent. Monsieur Touta, votre parti politique, c'est le MCDD. MC Nouveau Congo. D'accord, MC Nouveau Congo. Bonsoir, monsieur. Nous sommes aujourd'hui en train d'enregistrer l'émission du samedi 9 octobre. Nous allons aujourd'hui débattre de l'actualité et les sujets d'actualité aujourd'hui, sujet majeur, arrestation de M. Ebata sur la place de Paris, Pandora Paper qui met en branle plusieurs États, notamment le Congo, avec la mise en cause directe du président de la République du Congo, et nous avons un sommet France-Afrique dont nous allons parler. Alors monsieur, d'emblée, je vous dis, l'actualité elle est en tout cas très riche. Les trois sujets, on va commencer tout de suite par les Pandora Papers. Alors le Congo a menacé toute organisation ou tout média qui débattrait de ce sujet sans apporter la preuve de ce qui est dit. Le Congo nie, le Congo dément, le président Sassou n'est pas concerné. Quand on regarde ces papiers, on se dit, est-ce que Pandora Papers, c'est une invention des journalistes d'investigation qui ont participé à cette enquête? Eh ben, écoutez, moi je veux commencer. Attendez là, mais qu'est-ce que l'on veut nous faire croire là? Qu'est-ce que l'on veut nous faire croire? Ces journalistes n'ont pas dit, nous vous inventons une histoire, la voici. Non. Ce sont des papiers, ce sont des documents qui ont été non pas dérobés, mais égarés par ceux qui auraient dû les garder. On a vu ça avec les Panama Papers. Oui. On le voit aujourd'hui avec ceux-là. Mais on a vu aussi la même chose sur des plans même plutôt stratégiques quand il s'agit des États-Unis et que on a eu des... je me rappelle plus que je sais pas quoi, leaks. Mais il s'agit de documents réels. Et s'agissant de documents réels, la menace du Congo, elle est utile juste pour les Congolais qui sont au Congo, pour leur faire peur, pour leur faire croire que les journalistes d'investigation inventent des histoires. Non, ils n'inventent pas des histoires, ils ont des documents en main, ils les ont et ils sont capables de les produire à tout moment. Mais dites-moi un peu, pour quelle raison est-ce que le Congo n'a pas porté plainte depuis là? Ils ont besoin de tout ce temps-là pour porter plainte, pour diffamation. Peut-être qu'ils étudient comment le faire ou à quel moment. Vous savez, ils vont étudier pendant combien de temps? Vous savez très bien que quand ce genre de choses arrive, les journalistes ont le temps de regarder les documents. Ils ont le temps de poser les questions bien avant. Oui. Ça veut dire que si c'était de la diffamation, il y a longtemps qu'ils s'en seraient saisis. Il y a longtemps que leurs avocats seraient sur cette affaire et qu'ils seraient en train de nous dire il se passe quelque chose. Mais là, ils ont peut-être refusé de répondre aux questions des journalistes et là, les journalistes ont fini par tout sortir. Tout est public aujourd'hui. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Le Congo est en train de nier ça pour des raisons internes, mais à l'international, tout le monde sait qu'il s'agit de documents réels. Voilà, c'est peut-être pas la peine d'en dire plus parce que franchement, on perdrait du temps à spéculer sur ce genre de choses. On dit que l'affaire concernant Denis Sassou, là, c'est une affaire qui date, je crois, de 78. Donc, une année après son coup d'État contre Yombi. Et depuis 78, cette affaire, elle fonctionne, elle prospère. Et on en parle. Le fait d'en parler devient un problème? Non, pas du tout. Et je sais que s'ils insistent, eh ben, les documents vont être publiés, vont être rendus publics. Et toute personne sera capable d'y accéder. D'accord. Je m'arrête là. D'accord. On va écouter les autres. Monsieur Touta ou Monsieur Samadjakoumbi? Oui, je vais prendre la parole.
Ben, écoutez, c'est curieux, hein, ça surprend quand même que beaucoup de pays, il y a des pays qui ont été cités, hein, des personnalités qui ont été citées, et comme par hasard, pour le Congo-Brazzaville, on a une défense, un ministre de la communication qui, puisqu'il enrôle ce rôle, puisque il va menacer des pays qui parleraient de, de Sassou comme coupable dans cette affaire du Congo-Brazzaville. Oui. C'est un truc de fou, en tout cas, parce que ce travail de Panama Papers, c'est un travail d'investigation, c'est un consortium des journalistes indépendants et qui ont travaillé, qui ont investigué, qui sont partis vérifier et ont pondu ce travail, ce résultat que nous voyons là. Donc, ils ont des dossiers consistants. Au lieu de s'attaquer aux médias ou aux gens qui ont pondu ce travail, non, on s'attaque aux gens qui vont téléporter, enfin, qui vont communiquer là-dessus. C'est un truc de fou. Mais ça montre, c'est à l'image de ce qu'est le Congo aujourd'hui. Un pays qui ne reconnaît pas ses torts, un pays qui ne reconnaît pas ses fautes, un pays qui est en total, qui est vraiment à la ramasse totale et qui, curieusement, enfile des scandales financiers. Aujourd'hui, les preuves sont là. Voilà. Il s'agit maintenant de nous dire ce qu'il en est. Eux, ils ont le dossier, ils ont le document qui nous prouve le contraire et non pas menacer les gens. Nous, les Congolais, nous regardons bien ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe. Nous savons bien que ce n'est pas la première fois. Ils sont cités dans plein de scandales financiers. Plein. Je ne parle pas des biens mal acquis. Ça, c'est autre chose. Ah, même si c'est parallèlement, on peut parler, ils sont parallèles. C'est des scandales financiers. Et le Congo est toujours cité. Le Congo est toujours cité. Le Congo est une honte nationale et mondiale aujourd'hui. On a honte d'être Congolais. Parce qu'on est toujours cité dans de tels scandales. Et quand on regarde l'état du pays, et le pays est non seulement dans une crise exsangue, on voit bien la dette, que ce soit intérieure ou extérieure du pays, qui caracole à plus de 117%. Bon, avec l'aide de la Chine, on est tombé à moins de 100%. Donc le Congo ne va pas. C'est des voleurs. On a des voleurs, des gens qui sont là, qui ont pris le Congo en otage, d'accord, qui ont pris vraiment le Congo en otage, qui est une organisation, on va dire. Nous, on doit le dire. Nous sommes des Congolais ou des personnes différentes qui s'intéressent à la cause du Congo parce que c'est notre pays. Nous qui sommes en dehors du pays, nous voyons bien comment les gens sont en train de souffrir là-bas. Et parallèlement, on voit des gens qui... Monsieur Ndion, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kaïn. Je vous présente toutes mes excuses pour le retard. D'accord. Tu dois continuer? Oui, voilà. Donc, on voit bien de l'autre côté des personnalités, des montages financiers compliqués en dehors du Congo. Et voilà. Et on vient dire que le Congo n'a rien à voir avec ça, que c'est du mensonge. Non, il s'agit maintenant de prouver le contraire de tout ce qui a été dit dans le document. Et pas menacer des gens qui vont téléporter ce document. À un certain moment, on doit prendre de la hauteur. On est là, on veut diriger un pays, peu importe par quel moyen, peu importe le type, comment est-ce qu'on le dirige. On n'est pas là de voir faux ou vrai. Mais après, il faut être responsable. Il faut accepter ses torts. Voilà, donc c'est assez honteux de voir qu'un ministre comme ça vienne les dire, ou en tout cas viennent chercher à dédouaner une culpabilité qui est évidente. D'accord. Monsieur Gaïno, voilà, bonsoir. Monsieur Gaïno nous a rejoint. Bonsoir, Monsieur Gaïno. Bonsoir. D'accord. Bonsoir. D'accord. Monsieur Gaïno et Monsieur Patrick Ndion, je vous rappelle que la question, on avait commencé, la première question, c'était autour de l'enquête qui est contestée par le Congo, qui dément et qui critique cette enquête. Donc la question, c'est est-ce que tout ce travail n'est que une pièce montée contre le Congo ou bien contre ceux qui sont cités dans cette affaire? Monsieur Touta venait de répondre. Je donne la parole à Monsieur Samanja Koumbi qui lui a suivi, et puis Monsieur Ndion et Monsieur Gaïno, vous répondrez dans l'ordre d'arrivée. Monsieur Samanja Koumbi. Bonsoir. 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 Moi, nous, à notre niveau,
ce n'est pas plutôt la sortie du ministre Thierry Mungala qui nous importe, c'est la lecture politique de ce qui a été dit ou de ce qui a été sorti et ses conséquences par rapport à Pandora Papers. Ça, c'est la question suivante, monsieur Amanyakoumi. Pour l'instant, c'est est-ce que vous pensez que le Congo a raison ou a tort de contester cette enquête? Non, mais le Congo ne peut pas contester parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation, on a voulu attraper, tu attrapes un voleur et le voleur dit non que ce n'est pas moi. Donc c'est une attitude irresponsable, on sent la panique. Moi, je répondrais plutôt dans le cadre je donnerais notre conception ou notre lecture dans le cadre ce qui tourne autour de ce qui a été dit et de ce qui a été mis à nu. Qu'est-ce que la résistance peut faire par rapport à cette passe d'or qu'on a mis sur le terrain? Maintenant, ce que pense Monsieur Thierry Mungala, ça ne concerne que lui et sa propre conscience. Parce que c'est du pipeau qui vient distraire le peuple avec cette sortie-là, quoi. D'accord. Alors, monsieur Ndian, vous qui êtes arrivé juste avant monsieur Gaïno, pensez-vous que le Congo est dans son bon rôle de dire que ces documents, tout ce qui est dit sur l'autre président, c'est pur mensonge, il faut démontrer vos accusations? Ou alors le Congo est dans son... qui serait une évidence, au vu des documents. Hein. Dans la vie même de tous les jours, oui. Lorsque on t'incrimine de quelque chose, on t'accuse de quelque chose, la loi dit que tu bénéficies déjà de ce qu'on appelle des circonstances, tu bénéficies d'abord de la présomption d'innocence. Ça, c'est un. Et de deux, tu es libre d'accepter ce qu'on t'accuse, ce qu'on te reproche, comme tu es libre de l'accepter. Ça, c'est la vie normale, quotidienne de tout citoyen. À plus forte raison au niveau d'un État, d'un gouvernement. Deuxième élément, je dis ceci. Non, juste une parenthèse. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est indexé, hein. C'est bien monsieur Denis Sassou Nguesso. Il s'agit bien de lui. Il ne s'agit pas du gouvernement qui est indexé. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup de cet élément. Monsieur Ndian, donc je disais, au lieu d'un simple citoyen, nous sommes dans l'accès des allégations qui peuvent être faites, comme on peut être en mesure aussi de les contester. Le président de la République est une institution, c'est un individu, c'est vrai, mais c'est une institution. Est-ce qu'il est mis en cause en tant que président ou en tant qu'individu, à votre avis? Comme le précise M. Mawel. M. Mawel précise en tant qu'individu. Je pense que je ne sais pas si on peut distinguer les deux. D'accord. Je ne sais pas si, à ce niveau de réflexion, on peut distinguer les deux. Dans tous les cas, qu'il soit indexé en tant qu'individu, M. Denis Sassou Nguesso, ou en tant qu'institution, c'est-à-dire président de la République, à mon avis, c'est difficile de les distinguer. Mais qu'à cela ne tienne, je voulais dire ceci. La fiabilité d'abord, il y a cela quelques années, 2 ans, des Panama Papers, aujourd'hui, des Pandora, c'est ça, hein? Si Papers, je me trompe, vous corrigez. Pandora Papers, oui. Papers, voilà. Papers. La première observation faite en ce qui concerne les Panama Papers, voilà. C'était que on avait constaté d'abord que sur la liste, c'est une liste mondiale, hein, de tous ceux qui détiennent de l'argent qui se trouverait, je parle au conditionnel, qui se trouverait dans les paradis fiscaux, comme par hasard, il n'y avait aucun Américain. Il n'y avait que des Européens, il n'y avait que des Africains, il y avait des Asiatiques, il n'y avait pas d'Américains. Et si on voit bien l'origine, ces journalistes-là, ou bien ces investigateurs-là, ou bien ces chercheurs-là, étaient des Américains. Bien, ça c'est la première observation. Aujourd'hui, et à l'époque, le nom du président Denis Sassou Nguesso, en tant qu'individu et en tant qu'institution, n'était pas cité. Ça c'est les Panama. Cette fois-ci, c'est les Pandora. Dans les Pandora, donc, on nous dit, et hier, tout le peuple congolais, sinon la diaspora, a suivi
avec intérêt ce que va révéler l'émission qui est passée hier sur France 2, sur, voilà, moi j'ai suivi avec attention, et finalement, qu'est-ce que ça a pondu à la fin? Zéro. C'était la vie de monsieur Dominique Strauss-Kahn, les moyens, les techniques, les instruments, les différents outils qu'il utilise avec son intelligence pour pouvoir créer ces différentes affaires, créer ces business dans tous les pays dont il étudie auparavant la fiscalité, la législation fiscale, et il se rend compte que dans tel pays, je peux faire mes affaires. Ben, il y va là-bas, il fait, alors que, bon, à la fin, on a posé la question à la journaliste. Est-ce que monsieur Dominique Strauss-Kahn fait, c'est illégal? On doit l'attaquer, ou bien c'est illégal? Ben, la conclusion, c'était quoi? C'est que tout ce que monsieur Dominique Strauss-Kahn fait n'est pas illégal. C'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal. Parce qu'autrement dit, il serait pas libre, hein. Oui, non, on lui reproche de profiter d'un système. On dit que sur le plan légal, moral, sur le plan esthétique, on peut lui reprocher des choses. Oui. Mais sur le plan légal, juridique, on peut rien lui reprocher. D'accord. Ok, on va passer à monsieur. Vous pouvez conclure, comme ça on va passer à monsieur Gaïno, puis on continue. Oui, je vais conclure. Oui. Je pense que le président Denis Sassou Nguesso, qu'il se comporte en tant qu'institution ou en tant qu'individu, il a le droit de contester et de traduire en justice. Oui, mais monsieur Samana-Koumé, si vous laissez seulement juste terminer, monsieur Ndian, il va vous répondre, vous posez la question, il va vous répondre. Est-ce que juste le laisser finir? Laissez terminer. Allez-y, monsieur Ndian, vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Je termine en une phrase en disant que il est tout à fait normal, même moi à sa place, le président de la République, en tant qu'institution ou en tant qu'individu, il a le droit d'accepter ou d'attaquer. De demander donc qu'on apporte les preuves de son accusation, de la mise en cause. Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Au lieu de s'arrêter sur des considérations fallacieuses comme ça, qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont pas de preuves, jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui. C'est une liste, hein. C'est une liste. D'accord. Que voulez-vous dire, monsieur Samana-Koumé, parce que monsieur Gaïno va répondre, lui aussi. Non, oui. Moi, je crois que j'avais posé le problème, j'avais bien dit, est-ce que nous allons parler de la réaction, porter la réaction sur le documentaire ou sur la sortie du ministre Thierry Mongala? Écoutez, moi, nous allons parler du fond et comme on commence déjà par poser la question. Or là, notre ami Gabriel met l'accent sur la nature du document. Nous avons dit ceci. Si c'est la nature du document ou des accusations ou des présomptions, ça c'est une chose. Maintenant, est-ce que la sortie de Thierry Mongala, elle était de bonne loi? Et c'est pour ça que dans ma réponse, j'avais dit que Thierry Mongala n'a qu'à faire ce qu'il a à dire. En réalité, si c'est M. Sassou Nguesso, en tant que président ou en tant que personne et en tant qu'institution qui a été attaquée, qu'est-ce que le ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, est-ce qu'à la présidence, qui est une institution, il n'y a pas un responsable de la communication qui peut communiquer sur ça? Bon, le Congo a choisi seulement une autre stratégie, mais c'est Samana-Koumé, qui est de dire que c'est le Congo qui est mis en cause et non le président, et non l'individu Sassou Nguesso. En ce moment-là, c'est le gouvernement qui intervient parce qu'il y a un porte-parole. C'est la stratégie du Congo. Monsieur Samana-Koumé, s'il vous plaît, on va revenir vers vous. Vous savez, c'est là où ce genre de subtilité-là, c'est sortie hasardeuse, c'est pour embrouiller le peuple. Nous disons la sortie, pour nous, la sortie de M. Thierry Mongala est une sortie malhonnête et c'est une sortie politiquement mal placée par rapport à la situation. D'accord, merci. On va rappeler à tout le monde que chacun a son tour, donc chacun pourra répondre en son tour, quand son tour viendra plutôt. Et si vous avez une question qui est assez courte, ça serait bien, parce qu'il faut aussi que les autres puissent parler. Monsieur Gaïno, quand on entend que le Congo dit ça, c'est du tissu de mensonge, et qu'il faut apporter la preuve, c'est un accusé, et l'accusé a le droit de dire qu'il faut apporter la preuve, est-ce que
c'est une coïncidence que le FMI qui refuse d'aider le Congo, tout d'un coup, on sorte des dossiers sur le Congo. Est-ce que ce n'est pas aussi une question que le Congo a le droit de se poser? Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant, comme dit monsieur Ndion? Oui, le Congo peut se poser des questions, c'est évident. Mais de là, pour ce qui concerne, si vous voulez, cette accusation qui est bien fondée d'ailleurs, parce que je suis un peu surpris d'entendre M. Ndion accuser les journalistes qui sont américains. Parce que, voyez-vous, lorsque ces faits-là ont été dénoncés, oui. Vous savez que le parquet chilien a annoncé une enquête contre le président Sébastien Pinera pour avoir du Chili, vous dites, hein, le président chilien. Oui, le président chilien. D'accord. Chilien. Oui, pour avoir vendu une compagnie minière par une entreprise détenue par ses enfants. Vous voyez que donc, il y a aussi le procureur de la République chilienne qui a lancé aussi une enquête contre le président. Oui. Vous voyez déjà que... Pour appuyer ce que vous dites, pour appuyer un peu ce que vous dites, en Angleterre, le parti, ce qu'on appelle le parti conservateur, le parti de droite, on a demandé que le donateur qui a été mis en cause, qui est du Ouzbékistan, l'argent soit restitué parce qu'il a donné de l'argent et qu'il se retrouve dans de l'argent corrompu. Voilà. Alors, donc, je pense qu'il faut que M. Ndion s'informe que lorsque le président de la République est accusé, où on dénonce les faits qui sont vérifiables, puisque c'est quand même des journalistes sérieux, 600 journalistes qui ont travaillé sur les dossiers, ce n'est pas pour en vouloir à M. Sassou. Ils l'ont fait pour la plupart des chefs d'État, beaucoup de pays. Mais il faut savoir, il y a des pays où l'argent ne sort pas, comme par exemple le Botswana. Vous voyez, donc il ne faut pas confondre. Aux États-Unis, vous avez des lois qui sont strictement respectées. Le président déclare ses biens. Les élus déclarent leurs biens. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Alors, s'il vous plaît, évitez d'embrouiller quand même ceux qui nous écoutent en comparant ce qui n'est pas comparable. Parce que je peux ajouter en complément la société Inter-African Investment Limited appartient à M. Sassou. Voilà. En tant qu'individu. En tant qu'individu. Bon. Et selon les Pandora Papers, hein? Voilà. Oui, mais c'est vérifié. Selon les papiers qu'on a trouvés, effectivement, c'est ça. C'est vérifié. Les Congolais n'ont qu'à envoyer des gens enquêter. Pourquoi dans certains pays, il y a des enquêtes qui sont menées, soit par le procureur, soit par le Parlement, soit contre ceux qui ont été cités. C'est qu'ils ont pris cette enquête-là au sérieux. Alors pourquoi chez nous, on dirait que c'est du mensonge? Vous voyez, mais donc, les enquêtes seront faites, hein, de toute façon, je pense. Elles seront faites, mais je crois que le Congo a pour qualité principale le mensonge. Depuis très longtemps, le chef de l'État qui est accusé dans toutes les malversations financières a toujours démenti, alors que les preuves sont là. Les preuves sont là, les biens mal acquis à Paris, tout le monde les connaît. Les preuves sont là, mais il va toujours démentir, il va toujours dire non, ce n'est pas moi. Bon, c'est facile, hein, je le comprends, parce que quand vous attrapez un voleur, vous dites non, c'est toi qui as volé, il va dire non. Vous voyez un assassin, vous l'arrêtez, mais il faudra apporter des preuves pour qu'ils disent oui. Mais au départ, la première chose, c'est de nier. Vous voyez, mais ceux qui reconnaissent, ils disent non. Donc, moi, je suis un peu surpris. Je crois que c'est à nous de savoir que ce qui se passe dans notre pays, ça nous déshonore. Et de surcroît, lorsque le ministre sort pour démentir des faits, dire qu'ils ont le droit de porter plainte, ils ont aussi le droit de mener des enquêtes. Pourquoi ils ne mènent pas des enquêtes pour vérifier ce qui a été dit? Monsieur Thierry Lézard Mungala c'est un ministre du démenti, vous savez très bien. Ce n'est pas un enquêteur. D'accord. Voilà. Monsieur Gaïno, si vous pouviez conclure pour qu'on puisse passer à la question suivante. Non, mais c'est bon qu'il les relève parce que c'est quand même des choses assez intéressantes pour notre pays. Il faut que la population comprenne. Et s'il y a un d'entre nous qui relève quand même ces faits, je ne veux pas lui en vouloir. Au contraire, ce qu'il fait, c'est bien. Alors, tout simplement, c'est pour dire que, logiquement,
le Parlement congolais aurait pu se saisir de cette enquête pour dire nous allons mener des investigations pour voir si cela est vrai. On demande la démission du président de la République ou alors le procureur de la République. Si on accuse les gens pour avoir soit soi-disant détention d'armes, je ne sais pas quoi là, mais là, les faits sont là. Et il n'y a aucune action qui est menée par les institutions congolaises. D'accord, votre conclusion, M. Gaïno. Mais écoutez, oui. Moi je vais compléter quelque chose chez M. Gaïno quand même. Et j'aimerais faire une observation à M. Gaïno, 2 observations. La première, c'est qu'en ce qui concerne, parce que là, bon, il parle aussi des biens mal acquis, bon, c'est un autre sujet extrêmement bateau, hein. En matière de biens mal acquis, oui, c'est un exemple que tu as donné. J'aimerais rebondir là-dessus. En matière de biens mal acquis, il n'a jamais été prouvé, quoi que ce soit, sur la... J'arrive, laisse-moi terminer s'il te plaît. Laisse-moi terminer, c'est une seconde, hein. Il n'a jamais été prouvé que le président Denis Sassou Nguesso a des biens mal acquis. Je précise, jusqu'à aujourd'hui, on parle du clan, les enfants, les cousins, les neveux, ceci, cela, oui. Mais lui, en tant qu'individu, le monde entier sait qu'il n'a qu'une seule maison ici, qui est la maison du Vésiné. En dehors de ça, il n'y a pas. Oui, les enfants, oui, les cousins, oui, ils en ont. Il n'y a pas de souci. L'hôtel personnel, 700 mètres carrés. L'hôtel personnel, 700 mètres carrés, c'est faux? Son hôtel personnel, 700 mètres carrés, c'est faux. Je connais là où ça y est. Bon, ça c'est de 1. Ça, moi, je ne sais pas. Ça, c'est de 1. Le Vésiné, il paraît que ça appartenait à son frère. Le Vésiné, il paraît que ça appartenait à son frère. C'est maintenant à lui. Ah, voilà. Pourtant, il prétend. Non, monsieur Ndion, réponds. Moi, je sais que le Vésiné appartient à son frère. Maintenant, tu dis que c'est à lui? Son frère en Bénin. Ce que moi, je sais, qu'il n'a qu'une seule maison ici. Ce que moi je sais. Je peux laquelle mais celle que moi je connais, c'est celle du Vésiné. Hein. Maintenant, vous demandez. Celle du Vésiné appartient à son frère Ambéné décédé. Voilà. C'est une information que vous me donnez. Mais moi, c'est ça que moi je sais. Mais n'empêche que nous sommes en train de discuter. Hein. N'empêche que je ne connais pas cette information qu'il a d'autres maisons. Mais ça, c'est ne brassons pas l'air, s'il vous plaît. Ne brassons pas l'air. Pardon, monsieur. J'aimerais quand même te faire une remarque avant d'intervenir, parce que tu interviens sur mes propos. J'aimerais, avant que tu interviennes comme ça, il faut que tu prennes tous les renseignements d'abord. Parce qu'on te pose la question, tu dis, tu ne sais pas. Mais quand on ne sait pas, on se renseigne, on ne vient pas de mentir. Merci. Parce que, oui, je répondais également là-dessus, parce que si monsieur le président Denis Sassou Nguesso avait des pluriels, des maisons, ça se saurait depuis longtemps. On le sait. Bon, maintenant ça c'est de 1. Maintenant de 2, je continue. En ce qui concerne l'actuel, nous l'avons appris hier. Vous pensez que le président de la République va rester les bras croisés comme ça? Le gouvernement congolais va rester les bras croisés comme ça? Si vous dites que voilà... Moi, je le savais. L'enquête là circulait déjà dans les réseaux sociaux avant que ça passe sur les... N'oubliez pas que ça suffit avait déjà fait un rapport. Hein. Oui, ça circulait déjà. Le Pandora Papers, c'est récent. C'est récent, non? Non, c'est pas récent. Non, c'est connu. Non, c'est connu. Je l'avais, moi. Je l'avais hier. C'était exactement la même chose. Je ne sais pas, mais moi, je l'ai depuis moins. Moi, je l'ai appris cette semaine. Moi, je l'ai appris depuis cette semaine. D'accord, est-ce que monsieur Ndion, vous pouvez conclure, parce qu'on va rester concentré sur le débat, comme dit M. Samajan Koumi. Je dis que je ne pense pas que le président de la République restera les bras croisés. Je ne pense pas que même le président en tant qu'institution restera les bras croisés comme ça. Des enquêtes seront faites pour pouvoir... De toute façon, il a demandé à ce qu'il y ait plus de mots. Parce qu'il n'y a aucune preuve. C'est des auditeurs ne veulent pas ce que tu penses. Les auditeurs veulent... D'accord. La vérité, c'est que c'est un... D'accord, est-ce que je peux, monsieur Gaïno et monsieur... C'est juste un collectif. Mais il m'a interpellé, donc je lui réponds. Oui. C'est juste un collectif. Monsieur Ndion, si vous pouviez terminer votre phrase pour qu'on passe à la question suivante, ça serait gentil.
Oui, je termine une phrase. Je dis que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, c'est un ensemble de journalistes, sérieux ou pas sérieux, mais un ensemble de journalistes qui ont fait une liste. Bon, monsieur Ndion, ce n'est pas seulement un ensemble de journalistes. Voilà. Monsieur Ndion, s'il vous plaît. Pardon, monsieur Caïs, qui m'a interpellé, pardon. C'est pas un débat entre monsieur Gaïno et puis monsieur Ndion. Hein. On est quand même... Monsieur Ndion m'a interpellé sur mes propos. Je dois donc de lui répondre. Allez-y, mais faites court, s'il vous plaît, parce qu'on en a quand même... Je serai court. Je vais tout simplement dire à M. Ndion, la première remarque que j'insiste beaucoup, il faut qu'il ait suffisamment d'informations sur le comportement, sur les biens mal acquis de son président, parce qu'il est à Paris, il peut le savoir facilement. Il n'y a pas de secret là. L'hôtel de M. Sassou, de 700 mètres carrés, ce connu, monsieur qui a parlé, je t'ai écouté, laisse-moi maintenant te répondre. Ce connu, c'est bien mal acquis, y compris ceux de ses enfants, c'est aussi connu. Alors donc, il ne faut pas... D'accord, on va passer à la question suivante, s'il vous plaît, monsieur Gaïno et monsieur Ndion. J'ai compris que vous ne voulez pas vous entendre. On va passer à la question suivante. Monsieur Touta. Oui, voilà. Monsieur Touta, voilà. est-ce que vous pouvez, sur le plan politique, comme dit M. Samadian Koumbi, quelle est la lecture qu'on peut faire et quelles sont les conséquences pour le Congo, aujourd'hui qui négocie avec le FMI, qui essaye de se redonner une belle image de bon gestionnaire avec un nouveau Premier ministre, une nouvelle équipe gouvernementale, même s'il y a encore des anciens. On pensait que c'était un nouveau départ et puis là, c'est patatras. Sur le plan politique, c'est quoi la conséquence? C'est patatras. Ok. Écoutez, déjà, il faut quand même préciser, Oui. Que ce n'est pas seulement une expression, hein, les Pandora, pas peur ça. Donc, il n'y a rien de considération fallacieuse ou imaginaire, comme disait mon très cher Patrick Ndion. Patrick. Il n'y a rien de fallacieux là-dessus. Monsieur Ndion parlait bien d'un collectif, n'est-ce pas, de journalistes indépendants. Hein. Non, ils ne sont pas indépendants, excusez-moi, je vous rappelle que ce n'est pas des gens indépendants. C'est un ensemble de grands médias dans le monde, dont les Français font partie, les Anglais. En fait, l'expérience, on est d'accord, en fait, l'expérience vient à la fois en fait, de la fuite, n'est-ce pas, de plus de 11 millions de données et de documents confidentiels. Tout le monde a connu ça, hein. On était tous au courant de ça. C'est-à-dire, il y a des documents qui ont fuité et qui font état aujourd'hui d'évasion fiscale à large échelle. Donc, c'est une enquête journalistique, donc des documents écrits. Maintenant, il n'y a pas que M. Sassou Nguesso qui est cité, hein, Tony Blair, des grandes personnalités aujourd'hui. Maintenant, la lecture politique, ce que cela entraîne, si vous voulez, puisque on est quand même sur des dossiers avec le FMI, mais avec ça, quand il y a des choses comme ça qui fuitent, ça veut dire qu'ils montrent que quelque part, il y a de l'argent qui existe. Et que les gens n'en font pas bon usage. Parce que de l'argent qui est caché. Donc ça peut, n'est-ce pas, même si aujourd'hui le contrat aboutissait avec le Fonds monétaire international, on a un doute sur l'utilisation de l'argent. On a un doute sur l'utilisation parce que là, on a quand même des preuves que le Congo n'utilise pas comme D'accord. Alors, sur le plan politique, c'est quoi les conséquences sur les plans politiques? Les conséquences, c'est qu'on va avoir encore une certaine latence, n'est-ce pas, dans la gestion du pays, dans la création d'entreprises, dans le climat des affaires, dans beaucoup de choses. On va avoir une certaine latence, on va avoir des doutes, les gens ne vont plus chercher à aller investir quand les choses paraissent caduques. Voilà, donc politiquement parlant, le Congo, le peuple congolais va continuer, n'est-ce pas, à souffrir parce que rien ne s'éclaircit, on va dire. D'accord? Parce que quand tout n'est pas clair, quand le système économique n'est pas clair, il n'y a pas de développement. Voilà. Pour qu'il y ait développement, il faut que les choses soient claires. Donc quand il y a une certaine ambiguïté, un certain flou dans la gestion financière du pays. Parce que le rapport dit quoi? Le rapport dit, voilà où se cache l'argent du pays, voilà ce que font les responsables. Quand je parle du pays, ce n'est pas seulement le Congo, hein.
tous les gens, puisque les gens qui ont été cités, c'est des hautes personnalités, des anciens premiers ministres, et consorts. Voilà où se cache l'argent. En l'occurrence, quand on voit dans d'autres pays, des personnalités qui sont citées, dans leur pays, il y a quand même des développements, les gens trouvent du travail. Mais au Congo, par exemple, il n'y a pas de travail. Les étudiants ne sont pas payés. On va en parler tout à l'heure dans les prémices. Enfin, on parlait des étudiants congolais à Cuba qui ne sont pas payés. Voilà un peu. D'où un peu la colère. Aujourd'hui, ma colère à moi, ou la colère de tous les patriotes congolais qui sont épris de justice. La colère de se dire que, mais quelque part, on a quand même une situation avec le FMI qui peut débloquer la situation, qui peut faire que le Congo puisse encore aller ou se faire assister, et puisse encore se faire assister financièrement. Mais quand on regarde comment est géré le pays, on se dit, mais même si on débloquait la tranche qui reste à débloquer la troisième tranche, est-ce que l'argent sera utilisé normalement? Ou bien simplement les Pandora Papers révèlent que le Congo a de l'argent et que le FMI n'a pas besoin d'injecter de l'argent. Est-ce que ce n'est pas ça aussi? C'est aussi ça. D'accord. C'est aussi ça. Hein? Mais je ne pense pas que ça soit un truc orienté. Mais les Pandora, voilà, mettent en lumière, n'est-ce pas, cette magouille-là, oui. Entre autres. Effectivement, ça tombe bien parce qu'il y a cette, puisque les discussions ont repris, n'est-ce pas, avec le Congo, elle est finie, et donc ça va peut-être changer les choses la donne. D'accord. Que les gens, voilà. D'accord. Je vais passer la parole à M. Mawel qui est de l'opposition. M. Mawel, le parti d'opposition, on ne les a pas entendus. Il y a M. Enfin, vous aussi, mais les autres n'ont pas entendu. Il y a M. Ndian qui se prépare à faire une annonce. Il est beaucoup plus sur la réactivité que sur l'action. Que dit l'opposition? Ou bien que dit l'UPADS sur le plan politique, hein? C'est quoi les conséquences sur le plan politique? L'UPADS prépare sa réponse à cela. On n'en est pas encore là, mais ça va venir. Bon, vous reprochez au PCT de prendre le temps qu'il faut pour attaquer. Vous aussi, prenez le temps qu'il faut pour pouvoir répondre. Les Pandora Papers ne vont pas disparaître, et donc nous avons encore du temps pour faire cela. Oui, mais entre guillemets, M. Mawel, entre guillemets. Vous avez dit que le PCT... Vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de gérer le décès de deux de nos cadres. D'accord. Cela donc prend de l'importance, sauf si vous minimisez cela. Non, je dirais que la nation se place souvent au-dessus des hommes. Non, la nation, elle est au niveau des hommes. La nation, elle est au niveau des hommes. Et nous traitons les choses. Ceux qui sont morts, nous allons les enterrer. On en a d'ailleurs enterré un lundi, provisoirement, pour refaire un deuxième enterrement plus tard. Il y a un dont la levée de corps se fera lundi, ici à Paris, enfin ici en France. Donc, c'est un sujet à traiter. Et nous avons évidemment notre commission économique qui se penche sur la question. Mais tout de suite, ce qu'il faut dire, c'est quand même que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas attendu longtemps. Dès 1998, il a fait créer cette entreprise pour capter l'argent du Congo. C'est 98 et non 78, comme l'a dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure 78. C'est 98. Non, c'est la précision. C'est 98, excusez. Je vous en prie. Et donc, il capte, il capte l'argent du Congo à travers ce genre d'entreprises qui sont pas... Mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas créé au Congo cette entreprise? Il est allé la créer aux îles Vierges britanniques. Aux îles Vierges britanniques. Ce qui veut dire qu'il y a déjà, dès le départ, une intention de cacher. L'intention, elle est là, elle est claire. Ce que nous avions vu sur les Panama Papers, c'était aussi de l'argent qui se trouvait dans des comptes d'un certain nombre de personnes autour de Denis Sassou Nguesso, avec toujours intention de cacher
parce que ça ne se trouvait pas dans des endroits connus comme des endroits normaux. C'est dans des paradis fiscaux. Et là, on vient, dans le cas de lui-même, Monsieur Sassou, il ne s'agit pas de son neveu, il ne s'agit pas de quelqu'un autour de lui, il s'agit de lui-même. Et c'est bien dans un paradis fiscal. Le président Sassou doit donc nous expliquer comment il peut avoir de l'argent dans une entreprise qui se trouve dans un paradis fiscal. Il doit l'expliquer au Congo. C'est lui qui a dit que quand on peut, enfin dans sa constitution, qu'on devait déclarer, c'est bien. Et pourquoi, mon Dieu, depuis 1998, il y a eu une constitution en 2002, il l'a changée en 2015 en introduisant de façon très claire qu'on devait déclarer, c'est bien. Il n'a jamais déclaré cette entreprise-là. Jamais. Jamais, lui, Sassou, n'a pas déclaré. Voyez-vous, nous reprochons la chose à Makosso Ier et à ses ministres qui n'ont rien déclaré, mais là, nous sommes en face de quelqu'un qui s'appelle M. Sassou. Denis, c'est lui. Et donc, vous pensez peut-être que les gens du FMI, cette institution-là, que nous l'aimions ou pas, vous pensez que les gens de cette institution, ils vont se dire, mais écoutez, ce ne sont que des Pandora Papers, on ne s'en occupe pas. Mais si, ils vont s'en occuper. Mais si, ils intègrent cela dans leur réflexion. Mais si, ils vont venir devant M. Sassou et lui dire, c'est quoi cette affaire? Ils vont le faire. Il a beau nier, eux, ils vont simplement vérifier si les papiers qui ont fuité sont vrais ou pas. Et cela va avoir une conséquence sur le pays. Moi, je ne suis pas un pro FMI, certes. D'accord, monsieur Gamay, si vous pouviez terminer sur ce sujet, pourquoi? Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de Congolais qui pensent que la solution se trouve va se trouver à travers le FMI. Donc, moi je dis, il faut qu'on regarde. Il faut que le FMI regarde et le FMI regardera. Et donc, les possibilités d'endettement élargi qu'ils cherchent ne vont pas arriver. Ne vont pas arriver. C'est une conséquence qui va retomber d'abord sur les Congolais. D'accord. Monsieur Gaïno, vous qui observez la vie politique, quand on regarde les Pandora Papers et qu'on regarde la réaction du Congo, que l'on regarde même cette main de Dominique Strauss-Kahn d'ailleurs, qui considère que ce qu'a fait ce qu'a fait Cash Investigation, il traite comme un mensonge qui prend de la hauteur alors que c'est comment du mensonge. Est-ce que pour vous, sur le plan politique, il n'y a pas pour le Congo des conséquences? Par exemple, comme vous dites, que le Parlement congolais prenne ça en main, qu'il y ait une enquête et qu'on demande à ces journaux internationaux de fournir les documents. Et est-ce que Internet, aujourd'hui, réellement, ne joue pas vraiment son rôle qu'on avait sous-estimé au départ? Grâce à Internet, voilà, maintenant tout circule. Oui, mais vous savez, ça, c'est les moyens de communication modernes. Aujourd'hui, on ne peut plus, comme il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, le monde est devenu très ouvert. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a pas de secret maintenant. Parce que vous mettiez dans les banques, que vous créez les sociétés écrans, l'Internet circule, ce sont les mêmes qui travaillent là, qui mettent ça sur Internet, et finalement, tout le monde est au courant. C'est ça la mondialisation aujourd'hui. Donc, il faut que les autorités africaines comprennent que le temps où on pouvait tout cacher est passé. Et que maintenant, tout est sûr. Vous savez, il suffit seulement de taper sur Google pour avoir une information. Il suffit seulement de rentrer dans certaines applications pour comprendre tout ce qui se passe. Alors, pour ce qui se passe au Congo, par exemple, que ce soit sur les découvertes de cette mafia ou la gabegie financière qui se passe là-bas, il n'y a pas de secret. Donc le gouvernement le sait et les autorités le savent.
Et ce qui est dommage, et ce que je déplore, c'est de voir un ministre de l'État sortir, porter un démenti sur des faits qui sont vérifiables. Et ils auraient mieux fait de se taire, dire, bon, mais écoutez, nous allons nous-mêmes mener une enquête à l'intérieur même du gouvernement. Ils peuvent mener leur propre enquête. De toute façon, il n'y a pas de mensonge dans ce qui a été dit. Ce sont des journalistes qui sont sérieux, qui travaillent aux quatre coins du monde. Et aujourd'hui, même, il faut savoir que même pendant que nous dormons, vous avez des gens qui sont toujours en train de travailler. Et donc, on sait tout ce qui se passe à travers le monde. Alors, et dans ce document, dans leur recherche, ils n'ont épargné aucun État pratiquement. Mais sur le plan politique, quels sont les effets sur le plan politique, à la fois pour les Congolais, pour l'opposition, pour le pouvoir, pour le PCT? Alors, en un mot, sur le plan politique, moi je ne dirais pas beaucoup, mais je crois que les conséquences sont là. Déjà, le Congo qui justifiait sa crise par la baisse du prix du baril de pétrole, qui justifie sa mauvaise gestion par la pandémie. Mais aujourd'hui, le Congo se trouve là, tous ces arguments-là sont aujourd'hui démontés. Donc, sur le plan politique, je pense que c'est à l'opposition aujourd'hui de saisir cette porte ouverte et de mener les enquêtes sérieusement pour dire au pouvoir, voilà ce que nous savons, voilà ce qui a été dit, apportez-nous vos preuves comme quoi cela est faux. Parce que nous y croyons. Et au besoin même, déjà, pour même le bien mal acquis, l'opposition aurait pu se saisir. De toute façon, l'opposition le sait. Donc, ce qui nous manque, c'est le courage d'aller vers la vérité, aller chercher la vérité, et puis mettre l'État congolais devant un fait accompli. Comme disait un citoyen tout à l'heure, un frère qui parlait des étudiants qui ne sont pas payés. Donc, la deuxième conséquence aussi, il faut le dire, c'est que nous négocions avec le FMI. Mais avec pareille découverte, comment voulez-vous que le FMI puisse mettre de l'argent dans les mains d'un gouvernement qui, après, l'argent disparaît comme ça, sans pour autant réaliser les besoins qui sont nécessaires à la population. On a vu le cas de ces gens, de ces vampires d'argent qui sont là à la recherche de l'argent facile. On a vu les Strauss-Kahn qui sont des personnes qui pas vraiment très fréquentables. Voyez, donc on connaît pas mal de Français qui vont au Congo pour s'enrichir, qui se sont enrichis. On peut parler des gens Yves Olivier, de bien d'autres. Sarkozy est allé donner une petite conférence de 30 minutes là-bas. Après, c'est plus 30 000 euros, quelque chose comme ça. Là. Vous voyez, donc, je crois que les conséquences politiques sont là. Nous avions une économie malade depuis très longtemps à cause de cette mauvaise gestion. Et je crois que le Parlement, et si vraiment on a des gens, c'est là où des occasions sont données, sont offertes. Et je pense qu'il devrait se saisir de ces occasions-là pour dire non, puisque le gouvernement lui-même a monté, je crois, c'est plus une commission anti-corruption, quelque chose comme ça. Bon, mais voilà, la corruption, elle est là, elle est au cœur même de l'État. Alors, il faut faire comme ce qui se passe au Chili, poursuivre le chef de l'État pour détournement frauduleux de l'argent congolais. On parlait de l'argent des jeunes, 4 milliards, je ne sais plus combien comme ça. L'argent des générations futures, c'est pas 4 milliards, c'est 14 000 milliards. 14 000 milliards qui ont volatilisé. Voilà, donc on trouve aujourd'hui les raisons. Et puis en plus, vous avez aussi l'affaire de Lucien Ebata qui vient s'ajouter tout ça là. Mais comment voulez-vous un État où les agents se promènent comme ça avec des passeports diplomatiques et des valises bourrées d'argent? Ça, c'est impensable. Mais ce qui est curieux, c'est qu'au Congo, voilà, les réseaux sociaux parlent. Mais les conséquences, c'est d'abord les hommes politiques. Voilà. Lui, c'est un voleur, Ebata, là. Il faut qu'il justifie cette prise il doit aller en prison après. D'accord. Monsieur Samadia Kombi, pour vous, sur le plan politique, là, on parle de l'arrestation de monsieur Lucien Ebata. C'est une conséquence directe de ce qui se passe dans les Pandora Papers ou c'est un hasard? Non. C'est une continuité du comportement de certains dirigeants dans la gestion. Il n'est pas arrêté, il est mis en il est en garde à vue. Il est en garde à vue. Il est en garde à vue. En garde à vue. Est-ce que pour vous, sur le plan politique, il y a une autre lecture qui peut avoir, M. Samadia Kombi? Moi, je vais me permettre d'être un peu assez précis. Dans nos émissions dernières, je vous avais dit que nous avons affaire à une tyrannie. Mais la tyrannie congolaise, de par ses moyens de fonctionnement,
elle est un éléphant au pied d'argile. Mensonge, gabégie et tout ce qui s'ensuit. Et il utilise, comme je l'écris souvent, un triptyque, foutage de gueule et cynisme. Et aujourd'hui, la tyrannie congolaise a trouvé plus fort que lui, ou plus fort qu'elle. Oui. Il cherche maintenant des voies et moyens pour essayer de s'en sortir. Mais on sent la panique et le roussi au sein des... Et je me rappellerai souvent, dans les années 90, 3 mois, ou je dirais plutôt maximum 4 mois avant la tenue de la conférence nationale souveraine, il y avait eu une grève une grève des enseignants. À l'époque, j'étais étudiant en Union soviétique. Nous avons vu M. Denis Sassou, ou le sieur Denis, venir menacer les étudiants. S'ils ne sortent pas, s'ils ne reprennent pas le travail, on va leur couper le salaire. Non, la bourse, c'est voilà encore une trentaine d'années après, ce genre de situation se positionne. Nous disons qu'en fonction de cela, le rapport de force doit être travaillé par l'opposition et la résistance pour pousser à ce que les gouvernants, comme ce qui avait été fait dans les années 90, reculent et commencent au moins à se rendre compte que leur façon de fonctionner, pour dire circuler, il n'y a rien à voir, cette façon de fonctionner n'est pas digne d'un État, n'est pas digne d'une république. Et ce qui revient qu'au jour d'aujourd'hui, quand on revient au présent, il y a, quand nous sommes au présent, il y a un climat, un langage de sourds qui s'est installé entre, d'un côté, les gouvernants qui ne veulent pas entendre raison, et de l'autre côté, la résistance ou l'opposition qui, depuis 1000 ans ou depuis des années de lumière, dit vraiment le pays va mal. Mais la réponse est là, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est au jour d'aujourd'hui, pendant que l'un de ses soutiens à cette tyrannie a dépouillé le système devant la place publique, c'est maintenant aux résistants d'appuyer. Et comment il faut appuyer? Est-ce que c'est décrire la situation? Non, c'est dire que voilà la balle, c'est une balle qu'on nous a donnée, c'est à nous de mettre droit au but. Le but, c'est de pousser à ce que, maintenant, comment le pousser? Ce sont dans les enjeux, parce que qu'on ne le veuille pas, je viens encore d'après le renseignement à Brazzaville, qu'il est fort possible que la situation sécuritaire puisse se dégrader pour divertir le monde et faire disparaître cette affaire de Pandora Papers. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un terrain où il nous faut, extérieur et intérieur, agir de façon à dire au peuple, c'est le moment ou jamais. La situation du Congo ne va pas s'améliorer avec cette gouvernance au jour d'aujourd'hui. Et que le FMI, voyez-vous, ce n'est pas aux politiques avertis qu'on va dire qu'on vous efface 1,5 milliard de dollars avec du fonds ou sur la base du fonds, et une trentaine d'années après ou une vingtaine d'années, on va encore continuer à vous donner de l'argent. Donc sincèrement, c'est à nous, résistants, à nous, opposition, comme le dit souvent mon... Si vous pouviez faire plus court, monsieur Sama Jankombi. Oui, comme le dit monsieur Gaïno, la liberté, ça s'arrache. On nous a donné une opportunité, il faut appuyer sur ça. D'accord. Monsieur Ndian, vous avez écouté tout le monde, vous avez entendu, c'est tout ce qui se passe. Le PCT, il dit quoi le PCT? Est-ce que le PCT considère que le président, il faut le protéger à tout prix, et puis nier que le monde entier regarde le Congo désormais, et comme d'autres pays, que le Congo est quand même à la une, surtout en France avec l'émission de Cash Investigation. Pour vous, Cash Investigation, ce n'est rien d'autre que du mensonge et que du mensonge, et qu'il n'y a rien à enquêter de la part des Congolais? Moi, je dis ceci. Cash Investigation a fait, Madame Lucie a fait son émission.
je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu ce que les gens attendaient. Que voilà, il y aura un éclaboussement, il y aura des choses que l'on va, les preuves qui vont être étalées à la place publique sur le président Denis Sassou Nguesso. Moi, j'ai rien. Ce que j'ai vu, c'est les différents services de conseil que fournit M. Dominique Strauss-Kahn aux différents gouvernements de la planète, entre autres au gouvernement congolais, sinon au président Denis Sassou Nguesso, c'est tout. Et personnellement, je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire ou une révélation qui pourrait éclabousser le président de la République. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Mawel aussi l'a dit tout à l'heure, le PCT a le temps de la réflexion. Le gouvernement a le temps de la réflexion. Même lui-même, le président de la République, a aussi le temps de la réflexion. Si jamais tout ceci est vrai, parce que bon, ce sont des révélations qui ont été faites, nous allons voir si ces révélations sont fondées, sont vraies. Certainement qu'une instruction judiciaire aura lieu, et à ce moment-là, on verra si les preuves sont là. À ce moment-là, donc, la justice fera son travail. Mais jusqu'à preuve de contraire, moi, je considère que les révélations du Pandora Papers, là, c'est comme les révélations du Pandora Papers dans le temps. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui peuvent s'avérer peut-être vraies, j'en sais rien. Il y a d'autres qui seront des faussetés, mais qui vivra verra, comme on dit. Et puis, l'avenir nous dira qui a raison. Est-ce qu'ils ont raison, ces journalistes-là, ou ils ont tort? Qui vivra verra. D'accord. Alors, autre sujet, c'est la mise en garde de M. Lucien Ebata. Est-ce que ça a une relation avec les Pandora Papers ou pas du tout? Selon ce que nous lisons, mais qui n'est pas encore confirmé, en tout cas, les enquêteurs veulent aller plus loin, ils veulent en savoir plus. On lui reproche notamment de transporter de l'argent et de dépasser le montant légal. Ce n'est pas illégal, ce que nous avons compris, ce n'est pas illégal d'avoir de l'argent, mais ça devient suspicieux vu apparemment les fortes sommes que transporte M. Lucien Ebata. Et là, les Congolais se posent la question, si quelqu'un peut avoir autant d'argent, c'est qu'au Congo, le business, ça marche très bien. Pourquoi aller prendre M. Strauss-Kahn et lui payer une fortune, alors qu'au Congo, nous avons aussi des gens capables de conseiller le président? Monsieur Mawel. Bon, non. Monsieur, j'ai l'impression que c'est monsieur Lris. Tout à qui voulait répondre, lui. Allez-y, répondez. J'ai bien sûr des choses à dire. Je les dirai. Oui, merci. Oui, le cas de M. Ebata, Lucien, mais c'est pas surprenant parce que il récidive, c'est un récidiviste, ce mec. C'est un bandit de la République. Bon, après, l'on sait qu'il y a des marges qui sont édictées. On ne peut pas dépenser un certain plafond quand il s'agit de transporter des fonds. Voilà ce monsieur qui a déjà, dans le passé, eu des problèmes dans ce sens, qui revient encore. Voilà, donc c'est un foutage de gueule, tout à l'heure ça a été dit. Donc ce monsieur aujourd'hui qui est en garde à vue, présumé innocent, tout ce qu'on sait dans la matière juridique, ok, mais nous ne sommes pas les juges, nous ne faisons que analyser. D'accord? Il a certainement des raisons, il le dira. Mais d'emblée, quand on regarde qui est ce monsieur, moi non, il y a tellement des bâtards, bref, je ne connaissais pas. Et j'ai essayé de voir rapidement dans la journée, j'ai vu qu'il était conseiller de M. Nguesso. Donc, conseiller en quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est en matière d'évasion fiscale ou de blanchiment d'argent? J'en sais rien, puisqu'il est conseiller de M. Nguesso et qu'il se retrouve dans une telle merde, n'est-ce pas? M. Sassou Nguesso, puisque c'est son conseiller, peut-être au courant de cette affaire. Bon, je ne vais pas non plus dire que Sassou Nguesso au courant. Je ne suis pas un juge, je n'ai pas investigué, je ne fais que analyser. Donc, ce monsieur, je pense que les investigations vont aller très loin. Je pense que les enquêteurs français vont aller très loin pour savoir
voilà, ce que ça représente, cette somme, cette forte somme, c'était pourquoi, comment est-ce qu'il les a obtenus, pourquoi il n'a pas utilisé plutôt le support technique, hein, tout ce qui est transfert d'argent banque à banque, pourquoi les avoir transportés, c'était destiné à qui, pour qui. Ça, ce sont des questions qui seront certainement posées. Et puis, d'ores et déjà, j'imagine qu'en dehors de la France, au niveau du Congo, si en tout cas le Congo était un pays qui avait un petit peu de modestie, ou en tout cas enfin, je veux parler de respecter un peu le peuple. Ce monsieur-là, dès qu'il arrive, il doit être reçu directement par un juge. Il doit être entendu et il doit même plus arriver chez lui. Il doit être entendu et puis aller plus loin. Parce que c'est un délinquant, c'est un bandit de la République. Pendant que nous avons des gens qui ne sont pas payés, des étudiants qui ne sont pas payés, moi je m'arrête aux étudiants. Il y en a beaucoup d'autres. Et vous avez des gens comme ça qui sont tout près du pouvoir, qui sont autour du pouvoir et qui salissent, n'est-ce pas, le Congo en ayant de tels comportements. Voilà. Donc, c'est côté politiquement parlant, c'est encore une énième fois, c'est quelque chose qui vient confirmer de la même lignée avec les Pandora Papers. La fuite des capitaux et voilà, avec ce que on vient de voir avec M. Ebata, c'est un peu la même lignée, c'est un peu comme ça que fonctionne, n'est-ce pas, le système qui est aujourd'hui le mal du Congo. Voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas qui, M. Mawel, je voulais juste vous dire, la garde à vue peut être levée ce soir, demain, et il peut être libre et il peut être difficilement conduit en prison, en sachant que c'est un homme d'affaires, même si les Congolais le contestent. Un homme d'affaires a sûrement des transactions à faire, et peut-être qu'il pourra les justifier. Pour répondre à la question. Non, pas du tout. On ne justifie pas du tout. Mais attendez. Monsieur Belébé, s'il vous plaît. Allez-y. S'il a des transactions à faire, il les fait selon ce que prévoit la loi. Et non pas du tout selon des méthodes qui outrepassent les règlements européens, qui outrepassent les lois françaises. Oui. Le règlement de l'Union européenne du numéro 2018-1672 du 23 octobre 2018 prévoit un certain nombre de choses possibles et d'autres choses qui ne sont pas possibles. D'accord. La loi, l'article L 152-4 du Code monétaire et financier, ok, eh ben, il dit des choses qui sont assez graves. On peut, la France est capable de lui prendre jusqu'à 50% de l'argent qu'il a sur lui. Même la totalité. Même la totalité. Oui. Et donc, il y a des lois qui existent et qu'il faut respecter. Tout simplement, M. Ebata se promène avec une grande somme d'argent. La dernière fois, c'était en 2012, il avait 182 000 euros. Et bien, 182 000 euros, c'est 18 fois plus que ce que l'on a le droit de transporter sans déclaration. Il n'avait qu'une chose à faire, c'était de faire une déclaration. Je transporte 2 millions d'euros. C'est tout. C'est tout aussi simple. Il suffit de le déclarer. Lui, il n'a pas déclaré. Ça veut dire que il y a encore là, voyez-vous, sur le sujet précédent, il y avait les intentions de cacher. Et bien là aussi, il y avait intention de cacher quelque chose. Ça veut dire qu'il est en train de faire un trafic d'argent. Peut-être que c'est du blanchiment. Comment on peut le savoir? Une si grande somme d'argent, on le fait passer par des virements. Ça existe. On peut le faire passer par des systèmes bancaires qui sont connus. Ces mécanismes sont connus et ils existent au Congo. On peut les utiliser pour transférer de l'argent d'un endroit vers un autre, même si c'est de très grande quantité, on peut le faire. Monsieur Ebata n'a pas utilisé ce système. Est-ce que M. Ebata ne serait pas quelqu'un qui
transportent de l'argent pour de l'évasion fiscale? Ce sont les questions que se posent les douaniers, parce que c'est eux qui sont chargés justement de contrôler ce genre de choses. Monsieur Ebata, il est normal qu'il se retrouve en garde à vue. Monsieur Ebata, on ne peut pas prétendre que c'est parce qu'il avait des affaires. S'il avait des affaires, eh bien les affaires, ça doit être clair, ça doit être visible. Il aurait déclaré la somme d'argent au douanier, ou il l'aurait fait passer par les SWIFT et autres mécanismes qui existent. Cet argent serait arrivé en France, il l'aurait récupéré très légalement et il l'aurait utilisé. Mais lui, il avait de l'argent qu'il n'a pas déclaré. Il avait de l'argent qu'il avait caché. Il avait de l'argent qu'il ne voulait pas que l'État français puisse voir. Oui, je peux vous poser une question entre deux, juste un petit. Est-ce que ça ne révèle pas aussi, est-ce que ça ne révèle pas un peu la culture africaine congolaise, surtout, de toujours utiliser du cash et de ne pas comprendre que maintenant ça se fait par transfert bancaire? Les Congolais qui aiment bien le cash. Non. Est-ce que ce n'est pas ça aussi? Ah non, non, mais je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Je ne le crois pas. Des personnes que je connais, quand elles ont transporté 20 000 euros, les ont déclarés. Hein? Les ont déclarés. Attention, ce n'est pas une histoire d'utiliser du cash. Lui, il a été contrôlé parce que on sait qu'il le fait. Alors, on l'a contrôlé. Il y en a d'autres, dont je tairai le nom ici, qui ont fait le même genre de choses. Moi, je me rappelle d'une personne qui, à la gare du Nord, avait une mallette pleine d'argent, des billets, et qui devait prendre juste ça s'appelle quoi là TGV le train. TGV. Oui, voilà, non, mais il a un nom spécial. Eurostar. Eurostar, ouais. Oui, il devait prendre juste un Eurostar et il a sorti une grosse mallette pleine d'argent pour payer. Mais ça n'a pas de sens. Non, maman. Mais ça n'a aucun sens, ça. Non, maman. Donc, il y a cela. Il y a M. Ebata. Oui, il mérite bien de se retrouver en garde à vue. Et il peut sortir de sa garde à vue sans l'argent. Il faudra que le procureur, un juge puisse décider de ce qu'on va faire de cet argent. On n'est donc pas du tout dans quelque chose dans une petite blague, dans une petite histoire de Congolais qui aiment utiliser les espèces. Non, on est dans quelque chose de sérieux. C'est transport de beaucoup d'argent. Monsieur Ndion, je peux vous poser la question, Monsieur Ndion. Est-ce que c'est une question qui a été posée et qui avait été suivie d'une analyse qui m'avait été dite? Alors je vous la pose, vous qui êtes du PCT. Peut-on imaginer que M. Ebata ne va pas le dire parce qu'il n'a pas le droit de le dire dans son... Il le dira sûrement aux policiers qui l'ont arrêté et aux douaniers. Peut-on imaginer que parce que le Congo subit des saisies sur l'ensemble des avoirs, on vient de voir que la rue de la Pompe va être vendue, que la maison de l'ambassadeur va être vendue, que comme ça le Congo perd petit à petit tout ce qui a été acquis depuis 60 ou 63. Est-ce que M. Ebata n'est pas là aussi comme un trésorier payeur qui vient payer les fonctionnaires congolais qui sont en France, qui vient payer certaines dépenses que le Congo doit avoir et qui se retrouve malgré lui, ou pas malgré lui, mais qui se retrouve obligé de justifier les liquidités qui ne passent pas par la banque par peur d'être saisi? Sachant qu'il existe des procédés prévus à cet effet. Mais s'ils évitent les saisies des gros calibres comme M. Ojed et M. Tout le reste, M. Ndion, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est ça l'excuse que vous donnera le Congo? Moi, je me dis que une partie de l'argumentaire développé par M. Mawel est tout à fait vrai. C'est-à-dire que conformément à la législation financière européenne, mieux française en vigueur, conformément au code financier européen et au code financier français en vigueur, les sommes d'argent qui sont transportables en main propre comme ça là, elles sont limitées, hein, parce qu'il y a un problème d'évasion fiscale, il y a un problème de blanchiment d'argent et tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Oui. Une législation existe. Tu peux pas transporter plus d'un montant en main propre. Si tu le peux, il faut le déclarer. Hein, exactement 10 000 euros. Ça, M. Lucien Ebata, comme tout Congolais lambda, le sait quand il y a une somme d'argent
d'un certain montant, tu dois le déclarer. Il le sait. Bah maintenant, pourquoi il ne l'a pas fait, surtout qu'il n'est pas son premier cas, c'est sa deuxième fois, pourquoi il ne l'a pas fait, certainement il a des raisons. Mais je suis convaincu que cette garde à vue, il est en garde à vue, la loi dit c'est 48 heures, maximum 72 heures. Il bénéficie, comme vous le savez tous, de l'immunité fonctionnelle. Il a un passeport rouge, donc diplomatique. Il est en mission, il a un ordre de mission, il est en mission du chef de l'État pour aller où, j'en sais rien. Je rentre pas dans les détails parce que je connais pas. Bon, il va donner les différentes explications, les raisons pour lesquelles une grosse somme d'argent comme ça se retrouve avec lui en main propre au lieu de les déclarer par les canaux fiscaux officiels. Et bien ensuite, l'instruction nous dira exactement les raisons qu'il va évoquer. D'ici demain, on le saura de toute façon. D'ici demain, on saura quelles raisons officielles il va évoquer aux douaniers, enquêteurs. Et puis, on pourra apprécier. Mais pour l'instant, il est en garde à vue, il n'a encore rien dit. On ne peut pas faire des supputations, des analyses obliques et verticales là-dessus. Mais il a commis, à mon avis, une imprudence de transporter des grosses sommes d'argent comme ça là sur lui, quelle que soit la raison qu'il va donner. D'accord. Monsieur Gaïno, si vous avez un parent qui vous appelle et qui vous dit « J'arrive, j'ai besoin de toi à l'aéroport, j'ai des grosses sommes », est-ce que vous débarquez à l'aéroport pour essayer de comprendre ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous dire si Monsieur Ebata, comme dit Monsieur Mawel, il court le risque de sortir de là avec 0 francs, alors que peut-être qu'il aurait déclaré, on ne serait pas là aujourd'hui à faire les liens entre la souffrance des Congolais, les étudiants, comme dit monsieur Touta, qui ne sont pas payés, les retraités qui souffrent, et on a à côté quelqu'un qui se balade avec des millions comme ça. Et comme vous dites, le Congo, le procureur du Congo, qu'est-ce qu'il attend pour ouvrir le dossier? Cette question me fait rire parce que d'abord, je n'aurais pas un parent qui est si ignorant pour se balader avec autant d'argent dans une valise lorsqu'on sait que la loi n'autorise d'avoir sur soi que 10 000 euros pendant le voyage. Quand vous prenez un avion, sachez, monsieur, vous n'avez droit que jusqu'à 10 000 euros. Au-delà, vous n'avez pas droit. Et vous savez également que le paiement en liquide en France est limité jusqu'à 1 000 euros en liquide. Au-delà, vous n'avez pas le droit de payer. C'est-à-dire, si vous devez payer 1 500 euros, on ne peut pas accepter. La loi limite tout ça, vous voyez. Donc, je suis un peu curieusement surpris, justement, de voir M. Lucien Bataille, qui est, à ma connaissance, instruit, il vient souvent en France, il connaît quand même les lois, c'est pas seulement en France, dans le monde entier, il y a des lois. Il sait. Alors, c'est devenu une maladie pour les Congolais parce que c'est de l'argent volé. Et les gens se font des faux papiers comme lettres, je ne sais pas moi, diplomatiques, faux passeport diplomatique, conseiller, machin, tout ça, ils ont des titres pour voyager avec de l'argent de l'État congolais. C'est pas la première fois qu'on surprend les Congolais. Monsieur Lucien Ebata en est à sa deuxième, son deuxième fait là. Et, connu. Deuxième connu. Et il y a bien d'autres, on peut en citer. Moi, je n'ai pas envie de citer les noms des gens, mais vous connaissez tous qu'il y a eu des ministres congolais, que ce soit en France ou en Europe, dont on est parti perquisitionner chez eux, on a trouvé de l'argent. Vous avez les femmes des ministres dont on a ravi l'argent au niveau des Françaises. Vous avez des ministres même eux-mêmes qui ont perdu de l'argent. Mais c'est ça justement ce que l'on peut déplorer sur le fonctionnement de l'administration congolaise, des institutions congolaises. Ce désordre qui existe dans l'administration, dans les institutions congolaises, a des répercussions même sur notre propre comportement. Parce que vous voyez que M. Lucien Bata, qui a déjà subi ce coup, mais qui se permet encore de prendre beaucoup d'argent, et ce n'est pas peut-être la première fois, là encore c'est en France, mais dans les pays africains, il peut se promener avec des balles et des balles d'argent, et ça ne le gêne pas. Il suffit seulement pour lui de prendre un passeport diplomatique, d'avoir une fausse lettre, les lettres fallacieuses qui circulent dans le milieu de M. Sassou, qui sont données aux enfants
passeports diplomatiques aux enfants, des lettres de ceci, des titres, comme on a vu, c'est passé des enfants de sa sœur ou bien sa petite-fille, fonction de sa fonction, fils du président. Bon, vous voyez, donc, il y a des choses quand même au Congo qui étonnent plus d'un. Donc, cette affaire-là qui défait la chronique congolaise, l'affaire de M. Ebata, c'est pas l'unique cas, hein. Il y a plusieurs cas comme ça. Et je crois franchement que c'est une affaire qui fait honte à la nation, qui fait honte aux Congolais et qui mettent même, aujourd'hui, on peut même mettre en doute nos connaissances intellectuelles. Parce que quand même, au-delà, il y a aussi le savoir. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu dis non, ce n'est pas de mon niveau, je ne peux pas faire ça. C'est ridicule quand on vous prend avec autant d'argent, quand vous savez que même dans l'avion, je n'ai pas le droit de dépasser. Et si j'ai 10 000, je dois déclarer que tu te promènes avec cet argent-là. Eh bien, c'est une honte. C'est une honte pour la nation. C'est une honte pour nous. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Samuel Nkombi, est-ce que pour vous, l'arrestation de monsieur Ebata, les Pandora Papers, tout ce qui sort sur le Congo, ça veut dire que la France a lâché le Congo? Moi, pour ma part ou pour notre part, Pandora Papers, FMI, garde à vue de Monsieur Ebata? Monsieur Samuel Nkombi, on vous a perdu. On vous entend pas là. Attendez, ouais. Donc, je disais, pour ma part, pour notre part, le cas de Ebata va dans la même logique que la logique politique, hein, de la résistance que le cas de Pandora Papers. Nous disons ceci. Déjà, quelle est sa fonction? On vient privilégier la fonction de conseiller. On nous dit que c'est un trader. D'où est-il parti avec près de 20 ans qui tourne dans la galère? Oh! Combien on n'entend plus du tout? Excusez-moi là, Déplacez-vous là. Non, je refoulais une communication. Donc, dans ce cas d'espèce, rappelez-vous, chez nous on dit qui veut accuser ou qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Le cas Oxy a été une des pierres que le PCT a utilisées pour faire la peau à la présidence Pascal Lissouba. Rappelez-vous, à l'époque de Yombi, que Yombi a tout volé. On le mettrait au poteau. Rappelez-vous, Youlou a tout volé, on rebâtira de nouveau. Et quel est le système qui était souvent à la manœuvre pour faire sortir ce genre de situation? Maintenant que ce qu'il a fait, ce que ce système a fait hier à ses congénères, lui revient à la face. Qu'est-ce que nous, on doit faire? Nous disons au peuple de comprendre. Pendant que vous criez galère, pendant que vous criez misère, il y a des gens qui ont de l'argent, des liquidités dans leur résidence et de l'argent volé, de l'argent issu du trésor public. Donc, c'est au peuple de profiter de cette passe pour dire c'est bien parce que cet argent, nous qui faisons des activités commerciales entre différents pays, je peux vous dire que quand on vous attrape avec une somme, vous ne ressortez pas avec la marchandise, vous ne ressortez pas avec l'argent. Donc cet argent va repartir dans les caisses, soit des douanes françaises ou de l'État français. Parlons plutôt des douanes françaises. Et ce cas, comme on en cite là, ça devient légende sur la place de Paris de la part de cette famille régnante du Congo. Au peuple congolais de prendre conscience, et je dis et je répète, que ce soit le peuple du Nord, que le peuple du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre, arrachez votre liberté. Vous allez continuer comme ça, et ça c'est encore un principe du jusqu'au boutisme. Donc, sincèrement, il répondra devant sa conscience, mais il a gaffé, il a prouvé que c'est un accord blanc, donc il répondra politiquement devant sa famille, qui est la famille régnante du Congo, mais entre-temps, il faut qu'il réponde.
et que c'est au peuple d'appuyer la machine. D'accord. D'accord. Alors, il nous reste 2 questions. Je vous demanderai de faire court pour que nous puissions conclure. C'est un petit mot là-dessus. Oui. Sur le cas du Saint Bata. Je voudrais tout simplement dire que ce qui est regrettable, c'est que ce cas-là, au Congo, ce sera un feu de paille. Et c'est ça aussi, je crois que la prise de conscience dont nous parlons doit venir aussi de ceux qui ont le pouvoir, qui doivent l'exercer, notamment la part du procureur de la République. C'est une affaire qui ne devrait pas, si M. Lucien Bata repart au Congo, c'est une affaire dont il devrait s'en charger. Voilà des faits comme ça. On peut pas lui dire. Mais la justice est inféodée, M. Gaïno. Je connais très bien, mais je lui dis quand même. Vous savez, quand on parle de lutte contre la corruption... Le Congo est à refaire de fond en comble. Ça, c'est une forme déjà de corruption, de se promener avec autant d'argent, parce que tout le monde sait qu'il existe des moyens pour amener de l'argent d'un pays à un autre. Il existe des moyens légaux, et tout le monde le sait, même si le Congo a des contentieux partout, mais il y a d'autres moyens pour amener de l'argent. Monsieur Lucien Bata peut venir en France et puis on lui fait des mandats, si c'est par de banque en banque ou de ceci, de cela, on ne viendra pas lui confisquer l'argent. Donc là aussi, c'est quand même un moyen de blanchiment d'argent, un moyen de ceci. J'espère que le Congo ne va pas aussi fermer les yeux là-dessus. D'accord. Dommage. D'accord. On ne pourra pas aborder le thème sur la France-Afrique, on en parlera la semaine prochaine parce que là, nous arrivons à la fin. Ah, c'était important. Oui, nous arrivons à la fin, mais on peut dire une petite phrase. J'aimerais quand même que nous puissions... On peut dire une petite phrase, mais j'aimerais quand même qu'on rentre vraiment en profondeur sur ce thème. Il y a une vidéo qui est de 3h30 pratiquement, que j'aimerais que vous puissiez la regarder tous pour que vraiment on puisse débattre. Je sais que c'est un sujet très important, mais j'aurais aimé... Aujourd'hui, on dit une petite phrase. Allez-y, si vous voulez, monsieur. Le sommet France-Afrique, est-ce que... On regardera... Pour être plus court, hein, est-ce que c'est encore utile? Oui. Tout dépend pour qui. Mais je vous assure que vous savez qu'il n'y a pas eu de chef d'État, hein. C'est un nouveau style. Hein. Exactement, c'est pour ça que je vous dis que c'est utile. C'est utile pour la France-Afrique, qui veut peut-être devenir l'Afrique-France, je sais pas. Hein. C'est utile pour la France-Afrique qui veut nous faire croire qu'elle a changé. Alors qu'elle n'a pas du tout changé, alors que nous voyons cette France-Afrique interdire au Mali le droit de recourir à d'autres partenaires. Nous voyons cette France-Afrique interdire à n'importe lequel de nos États de devenir souverain monétairement. Et quand on nous a monté quelque chose en Afrique de l'Ouest qui s'appelle l'ECO, eh ben, ce quelque chose est exactement la répétition, le bis repetita du franc CFA. Nous sommes dans une simple révision esthétique de la France-Afrique, mais c'est toujours la France-Afrique et elle est là. D'accord, oui, M. Maoué, ce sera un mot court, très court, s'il vous plaît. Et je dis donc, oui, c'est utile pour la France-Afrique, pour sa survie. La France-Afrique est simplement en train de travailler sa survie. Voilà, monsieur. Monsieur Dion, monsieur Touta, Gaïno, s'il vous plaît, en 2 minutes, vraiment, parce qu'on va conclure. Oui, mais bon, moi, je conclue là. Bon, je me réserve pour la prochaine fois, donc la semaine prochaine, pour cette question sur la France-Afrique. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est une idéologie, tout le monde le sait. Maintenant, les donnes ont changé aujourd'hui. Donc, nous regarderons prochainement, je développerai. Voilà. D'accord. Maintenant, pour terminer, écoutez, voilà, je suis plutôt content et satisfait. Et puis, que les Congolais se conscientisent par rapport à tout ce qui se dit, par rapport à tout ce que nous faisons, parce que c'est important aussi que ce que nous disons puisse vraiment voyager, pour changer les choses. Comme ça, tout à vous ne partez pas parce qu'il y a la question sur Bernard Tapie. Juste un mot pour dire ce que vous pensez de lui. Ce sera tout à l'heure. On va finir sur ça. Monsieur Saman Jankoumbi, très court, s'il vous plaît, sur la France-Afrique. Est-ce encore utile?
Non, je me réserve Samedi prochain. pour la D'accord. prochaine fois. Merci. Monsieur Ndian, France-Afrique, est-ce encore utile? Moi, je considère que ce qu'a fait son Excellence le président Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est un comportement, à mon avis, inadmissible de la part d'un chef d'État qui est en train de perpétuer son hégémonie, l'hégémonie de la France sur l'ensemble de l'Afrique. Un changement de formule. Hier, c'était la France-Afrique. C'est lui qui invite tous les chefs d'État africains et leur donne des leçons et la conduite à tenir, le management politique africain. Aujourd'hui, il change de formule. Ce n'est plus la France-Afrique, c'est maintenant l'Afrique-France, où il n'invite aucun chef d'État. Il est le seul chef d'État dans la salle et il invite la société dite civile. Il leur donne bien sûr des leçons. C'est le grand professeur, donneur de leçons de, voilà. Tous les sommets, quels qu'ils soient, il peut changer de nom comme il veut, n'ont jamais abouti à une solution pour le sous-développement de l'Afrique. Monsieur Mawel a donné quelques exemples. Eh bien, toutes les solutions proposées par la France, dans le cas de la France-Afrique, pour solutionner les problèmes économiques, sociopolitiques, culturels de l'Afrique, n'ont jamais abouti. D'accord, ça sera très court, monsieur Ndian. On a dit très court. Le débat sera pour la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Ça, c'est la continuité. Il peut changer de nom comme il veut, mais c'est la continuité de la France-Afrique, même s'il dénomme ça l'Afrique-France. D'accord. Monsieur Gaïno, très court, s'il vous plaît. Est-ce encore utile le sommet France-Afrique ou Afrique-France, le nouveau modèle? Oui, mais je ne vous répondrai pas en ce terme-là. Je vais tout simplement vous dire que le mot indépendance veut dire tout simplement que l'on dépend d'un système ou de quelqu'un. Et si on veut être indépendant, ça veut dire qu'il faut arracher, il faut quitter cette dépendance. C'est comme la démocratie, vous ne la donnez pas, il faut l'arracher. C'est un combat et il faut pouvoir s'imposer. Ce qui se passe avec l'Afrique et la France, c'est que l'Afrique n'est pas encore, surtout les pays francophones, n'ont pas encore acquis leur indépendance. Voilà tout simplement ce que je peux dire là-dessus. Il faudrait que les jeunes Africains comprennent que cette indépendance, elle doit s'arracher et la démocratie, c'est le seul système qui garantit justement cette indépendance. D'accord, je vous remercie beaucoup. Alors, on va conclure sur la disparition d'un grand homme qui avait des défauts, qui n'était pas parfait, mais qui nous a tous fait chavirer en 93, qui nous a rendus heureux pour les supporters de Marseille, même simplement pour les Français, monsieur Bernard Tapie, comme on l'appelait, comme on l'appelle encore aujourd'hui, le boss. Monsieur, vous avez vécu les funérailles de ce monsieur, ce grand homme, comme on le dit, avec tous les défauts d'un homme. Qu'est-ce que Bernard Tapie vous inspire et comment vous lui rendrez hommage aujourd'hui? En une minute, on va conclure, chacun. S'il vous plaît. Oui, voilà, je conclue. Bon, Bernard Tapie, tout le monde connaît, fougueux, précis et direct. Hein. J'ai suivi ses hommages aujourd'hui. Franchement, chapeau. Hein. Il y a eu du répondant de la cathédrale au stade et tous les Marseillais étaient là autour. Et puis il y a eu un vibrant hommage. Voilà. Et puis il y a eu un discours d'un pasteur guyanais, j'ai oublié son prénom, qui était émouvant. C'était bien. J'étais satisfait finalement. Il est bien parti. Il n'était pas ça, loin de là. Mais il était un homme, un homme de conviction qui s'est battu. Voilà. C'est vraiment une personnalité qui restera. C'est la France. C'est Bernard Tapie, c'est la France. Et puis c'est Marseille. Voilà. Donc là, il est bien parti, là, je pense, avec cet hommage. C'est bien. Qui prend la parole? Eh bien, moi, je dis que monsieur Bernard Tapie, il marquera toute l'histoire du sport français, particulièrement du football français. Parce que grâce à lui, on a révolutionné le football en France. Seul et unique grand homme du sport, grand dirigeant du sport, qui a pu faire en sorte que l'Olympique de Marseille, seule équipe française qui a pu gagner la Coupe de la Ligue, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été égalé par une autre équipe mariée, le Paris Saint-Germain, qui a toutes les stars du monde entier. Deuxièmement, c'est lui qui a pu propulser les grands joueurs africains, donc les étrangers, plutôt en France ici, qui a fait en sorte que il y ait beaucoup d'étrangers
qui puisse jouer dans l'équipe de Marseille et il y a eu un impact au niveau de l'équipe de France aussi, l'équipe nationale. En ce qui concerne les Congolais, pour faire la relation, vous avez, l'histoire retiendra les grands footballeurs congolais tels que les François Mpélé, les Ndomba Jomètre, les Bamboula Mbemba Tostao, etc. Et vous verrez que l'équipe de Marseille a permis à ce que ces grands joueurs-là puissent exploser, notamment François Mpélé. Et donc, moi je pense que c'est un bel hommage. Pardon? Ndomba est en deuxième division. C'est un bel hommage. Voilà. C'est un bel hommage qu'on a rendu à Bernard Tapie, parce que si je pense seulement au système qu'il avait instauré, notamment celui de la prime qu'on doit donner au buteur, mais de la deuxième prime qu'on doit donner au meilleur passeur, alors je dis que c'est un gars qui était phénoménal. Voilà. D'accord. Monsieur Gaïno, monsieur Nawel. Monsieur Tapie, ben, écoutez, il faut reconnaître ce qu'il a fait pour le football français. Hein. Vous dites qu'il a donné la Coupe d'Europe. Moi, je dis il a donné, mais Basile Boli est aussi pour quelque chose. Hein. Bien sûr. Basile Boli est aussi sur le terrain, il y avait quand même Basile Boli. Non. C'est très bien que Marseille ait pu faire ceci de reconnaissance. On fait un bel hommage à son ancien président. Écoutez, hein, c'est chapeau aux Marseillais. Monsieur Gaïno, monsieur Samajan Koumbi. Oui, je dirais, monsieur Bernard Tapie, comment dire, personnage sulfureux, mais aussi grand personnage, qui a marqué beaucoup de gens, aussi bien au niveau sportif que même par, si vous voulez, son émergence. Alors donc, il mérite cet hommage. Et je crois que parmi les gens qui ont bien dirigé le sport français, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il a été quand même de cela. Malheureusement, parfois avec des taches noires dont on n'oublie pas, la corruption. Mais que voulez-vous? Il a fait ce qu'il a pu et c'était un grand homme. Voilà, merci. Merci. Monsieur Samajan Koumbi, moi, par contre, je dirais que le Phénix, le boss, c'est un livre à plusieurs chapitres qui n'a pas encore écrit sa conclusion. Ce qui revient à dire, et autre part, comme l'a dit l'évêque ce matin, c'était pas un saint, mais c'était un gladiateur, et autre chose, l'on ne récolte que ce que l'on a semé. Si on peut faire un parallèle avec notre sport au Congo, il y a une vidéo, il y a une adresse de Bamboula Mbemba Tostao qui est apparue cette semaine, qui demande aussi de relayer sa sollicitation auprès du peuple et auprès des sportifs qui n'arrivent plus à vivre à Brazzaville. Ils préfèrent aller être utiles au village. Là où l'équipe Diable Noir l'a pris. Est allé le chercher. Et je crois que Bakambi, s'il pouvait relayer cette vidéo ou ce message pendant un de nos plateaux, qu'on en débatte pour moi pour 10 à 15 minutes, ce serait une bonne chose. D'accord. Mais pour le Phénix, la vidéo. Voilà. Mettez la vidéo sur Innovant, comme ça on va la voir. D'accord. D'accord. Alors, monsieur, je vous remercie pour avoir participé à cette émission. Je vous remercie malgré la longueur de sujet. Nous parlerons la semaine prochaine de sommet France-Afrique-France ou France-Afrique. Mais nous essayerons de trouver dans la semaine le temps, je pense mercredi, de parler de Mbemba Tostao qui nous a fait rêver et de voir comment les Congolais de l'étranger, surtout, sont réellement concernés par le Congo. Je vais essayer d'avoir tous les médias qui sont concernés, enfin qui sont sur la place de Paris, qui sont en Europe, Ziana TV et tout le reste, pour qu'on puisse tous faire quelque chose pour ce grand homme, qui est un grand homme qui a fait rêver les Congolais. Je vous souhaite un bon week-end, à très bientôt. Semaine prochaine, je vous contacte tous lundi pour voir avec vous comment on fait une émission spéciale Tostao.
Au revoir, Bakambi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.